Il faut reconnaître à Trump le mérite de ce qu'il fait ici. Ils ont fermé les détroits. Ensuite, on a mis en place un blocus qui a complètement stoppé leurs exportations. Et maintenant, il a pris une nouvelle mesure, plus agressive, pour rouvrir les détroits. À mon avis, il est plus probable qu'improbable qu'on reprenne les opérations de combat pour en finir avec ces types, une bonne fois pour toutes. En finir avec eux, une bonne fois pour toutes. Je vais être dur, je vais être ferme, et je vais leur montrer 2 ou 3 choses. J'en ai vraiment assez de ce genre d'arrogance, de suffisance, de prétention. J'en ai marre. Vous voyez bien que je suis un peu agacé ce matin, tôt un lundi matin. C'est pas censé se passer comme ça. Peut-être que j'ai juste besoin de vider mon sac, et c'est pour ça qu'on est là. Mais je vois ça tellement souvent. Il y a tellement de gens qui répètent cette phrase « finir le travail » pour encourager le président Trump à repartir en guerre, alors qu'on venait à peine de commencer un cessez-le-feu après environ 40 jours de combat. Et ils disent « Vous savez quoi? Autant y retourner et s'en occuper une bonne fois pour toutes. Balancer quelques bombes et ce sera réglé. » Je vais vous dire pourquoi je suis tellement agacé. Ce n'est pas seulement à cause des preuves concrètes qui montrent que ça ne marchera pas. Ça déjà, c'est suffisant. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est que toutes ces personnes qui disent ça ne font jamais ce qu'il faudrait faire, logiquement et rationnellement. Expliquer comment ça pourrait fonctionner. Et ce n'est pas seulement Jack Keane, même si on le montre souvent. J'aurais probablement pu passer une demi-douzaine de vidéos rien que de lui ces dernières semaines. Mais bien sûr, il y a aussi des types comme Lindsey Graham. Graham pousse Trump à terminer le travail avec l'Iran, après s'être coordonné avec Benjamin Netanyahou. À votre avis, dans l'intérêt, de qui agit-il? Ce n'est pas seulement Jack Keane. Il y a aussi beaucoup d'organisations derrière tout ça. Voici un extrait de l'AEI, l'American Enterprise Institute. Terminer le travail en Iran. FDD, la Foundation for Defense of Democracies. J'oublie toujours ce que c'est exactement. FDD, terminer le travail. Pourquoi une demi-guerre avec l'Iran serait le scénario le plus dangereux? Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense d'Israël. Vous voyez, il y a un fil conducteur ici. Terminer le travail. Et puis on retrouve toutes sortes d'autres personnalités. Mike Pompeo, terminer le travail. Keith Kellogg, terminer le travail. Trump lui-même prévient, Iran, je terminerai le travail. Et puis il y a aussi les journaux, le Wall Street Journal, terminer le travail. Le New York Times, terminer le travail. Le Washington Post, dans leur seule action militaire, bon, je suppose qu'ils n'ont pas reçu la note avec la formule exacte, mais vous voyez l'idée. Ils continuent de dire les mêmes choses. Quel est le fil conducteur ici? Une soif de guerre. Franchement, ils auraient dû dégriser un peu depuis le temps. C'est comme une bande de types qui vont à une soirée étudiante ou à une grosse fête dans un bar un vendredi soir. Tout le monde se met à boire, à parler fort, à se vanter de toutes sortes de trucs un peu virils. Et puis le lendemain matin, le samedi, ils se réveillent avec la gueule de bois. Et là, ils se rendent compte que rien de ce qu'ils ont dit la veille, ils ne peuvent vraiment le faire. Oups, peut-être qu'il vaudrait mieux revenir un peu sur tout ça. C'est ce qui arrive d'habitude, quand on est trop arrogant, trop plein de soi-même, qu'on parle à tort et à travers, et qu'on n'est pas capable d'assumer derrière. C'est exactement ce qui s'est passé ici, sauf que c'est bien plus important qu'une simple gueule de bois idiote. Ici, ces types, et surtout Jack Keane, sont venus faire du lobbying auprès de moi. Jack Keane et Lindsey Graham en particulier. Je veux dire, ce sont clairement les deux plus grands supporters de Yoav Gallant et de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Même s'il y en avait d'autres, comme Keith Kellogg, par exemple. Mais tous ces gars-là, dans les semaines et les mois qui ont précédé le début de cette guerre, suppliaient Trump d'y aller. Combien de fois avez-vous entendu cette autre expression?
Il y en avait une qui circulait beaucoup, que j'aurais pu utiliser souvent. Ils sont plus faibles maintenant qu'ils ne l'ont jamais été. Vous vous souvenez de celle-là? Ça, on en a beaucoup parlé en janvier, en fait depuis décembre dernier jusqu'au tout début de cette guerre. Certains ont même ressorti cette idée récemment. Je crois que c'était Keith Kellogg qui disait « Ils sont plus faibles que jamais ». Et avec tout ce qu'on leur a fait, il suffirait juste de pousser un peu plus fort, en suivant la même logique qui a déjà échoué ici. À ce moment-là, on aurait dû dire « Très bien, Jack Keane, Lindsey Graham, Trump vous a écouté. Il a fait exactement ce que vous lui aviez conseillé le 28 février, alors qu'il avait une occasion en or de conclure un accord négocié qui aurait été une victoire majeure pour lui. Mais non, oubliez ça. Il n'a pas écouté les négociateurs. Il n'a pas écouté la diplomatie. Il vous a écouté. Et qu'est-ce qu'on a eu? 40 jours d'échec. Jamais, en 47 ans d'histoire de l'Iran, il n'avait eu le contrôle physique du détroit d'Ormuz, au point d'étrangler tout le système énergétique mondial. Ça n'était jamais arrivé, jusqu'à ce qu'on décide d'écouter ces gens-là et qu'on déclenche une guerre. Quoi d'autre s'est passé? Est-ce qu'on a décapité le régime? Non. On a assassiné leur guide suprême et tout un tas d'autres personnes, des généraux, des diplomates, toutes sortes de responsables. Ils les ont remplacés. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ont pu le faire, mes amis, c'est que l'Iran n'est pas stupide. Même si, apparemment, des gens comme Jack Keane et tous les autres pensent que le peuple américain, lui, l'est. Mais les Iraniens, eux, ne le sont pas. Alors, ils ont vu venir les vents de la guerre, les tambours de la guerre qui résonnaient. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils avaient déjà des plans. Ils les ont mis en avant, rendus publics en disant « Écoutez, si on se fait tuer », parce qu'ils savent comment les Israéliens opèrent. Ils savent qu'ils aiment assassiner des gens. Ils ont déjà vu plusieurs personnes assassinées, même depuis les États-Unis. Trump lui-même, bien sûr, avait fait assassiner Soleimani en 2020. Donc ils savaient ce qui les attendait. Ils avaient un plan d'action. Et ils disaient, on a 3 ou 4 niveaux de remplaçants pour chaque poste. Donc si vous éliminez certains d'entre nous, il y a simplement le suivant qui prend la relève. Parce qu'on a un système de gouvernance. Ce n'est pas un culte de la personnalité. Comme par exemple avec Saddam Hussein. C'était un système en place, conçu pour survivre à tout le monde, et ils avaient un plan pour ça. Et comme il l'avait dit, quand on a commencé à assassiner ces gens-là, le plan s'est mis en marche. Les gens ont simplement pris la place de ceux qui tombaient, et le gouvernement a continué à fonctionner sans interruption. Donc, on n'a pas eu de changement de régime. Et puis, il y a eu toutes les autres déclarations. On allait détruire leur marine, on allait détruire leur capacité de missiles longue portée, on allait détruire leur capacité à soutenir leurs alliés, et bien sûr, on allait détruire leur programme d'armes nucléaires, même si, soi-disant, on l'avait déjà fait l'année dernière. Mais bon, voilà ce qu'ils disaient, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a vraiment accompli? Le régime est toujours en place. La plupart des mêmes dirigeants sont toujours là. On a même remplacé un Khamenei par un autre. Mais le président Pezeshkian est toujours au pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est toujours en poste. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, est toujours en fonction. Donc en réalité, on n'a rien obtenu de tout ça. Bon, la marine... Ah, voilà le sujet. Le président Trump montre toujours cette photo sur Truth Social, celle du fond de la mer, avec tous ces navires iraniens, des drapeaux et tout le reste. Et il se vante, je crois, d'avoir coulé 158 navires. Il y a une part de vérité là-dedans. Il y a eu tout un tas de bateaux envoyés au fond du détroit, dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et dans bien d'autres endroits. Cependant, les navires qu'il a détruits,
ceux qu'on a vus en boucle sur CENTCOM, avec toutes ces explosions impressionnantes pour le grand public. Eh bien, ce ne sont pas les vrais bâtiments de leur marine, ceux qui comptent vraiment. C'étaient des navires plus anciens, plus gros, mais inutiles. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas en mer, même en temps de guerre. La plupart étaient à quai. Je pense qu'à part le navire qui revenait de l'Est, celui qui participait à un exercice naval et qu'on a coulé avec un sous-marin, tout le reste que vous avez vu était au port, amarré ou posé sur une remorque, quelque chose comme ça. Ce sont des navires qu'ils n'utilisent plus. Et s'ils étaient à découvert, c'est qu'il y avait une raison. Ceux qui comptent vraiment, ceux qui peuvent perturber le trafic dans le détroit, ce sont ces vedettes rapides, ces autres hors-bord, et ces drones de surface et sous-marins. Ce sont eux, dans leur marine, qui font la différence. Et d'ailleurs, j'ai oublié de publier la photo, mais ce week-end, ils ont mis sur les réseaux sociaux qu'à Téhéran, il y avait un grand rassemblement en soutien au gouvernement. Ce qui montre bien que toutes ces histoires qu'on racontait, selon lesquelles ils étaient faibles, qu'il suffisait de les pousser un peu, d'armer l'opposition et tout ça, eh bien non. Maintenant, les gens sortent presque tous les soirs pour soutenir le régime. Bravo, Général Keane. Bravo, Général Kellogg. Vous avez eu exactement ce que vous vouliez avec cette guerre, et vous avez obtenu l'exact contraire de ce que vous aviez promis. Ça continue encore et encore. Mais lors du dernier rassemblement des Nats, apparemment, ils ont présenté une nouvelle catégorie de vedettes rapides, équipées de tubes de lancement pour missiles de croisière anti-navires sur le dessus. Je ne peux pas dire si c'est authentique ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vraie provocation. Ils savent très bien qu'on a une couverture satellite partout. Ils savent qu'on a des drones qui volent dans tous les sens. Et les gens étaient là, agglutinés autour. « Oh, c'est génial, Gary, t'assures? Regardez, c'est juste là. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est un conteneur de missiles de croisière, un tube de lancement pour missiles anti-navires. En gros, ils nous disent « Alors, vous voulez y aller? Allez, on vous attend. » Et c'est exactement ce genre de choses qui comptent. Et Gary vous a déjà montré ces bunkers souterrains, avec rangée après rangée de ces vedettes rapides. On les a vus. Quand ils le décident, ils les sortent et ils les font tourner autour des navires dans le Golfe. C'est comme ça qu'ils gardent le contrôle. Alors, quand il dit que si on a, et quand tous ces gars ont été activés, Trump devait dire « Allez lancer la guerre », ils avaient promis qu'ils élimineraient la marine. Mais la marine, elle, est pratiquement intacte. D'après certains rapports, ils en avaient plus de 3000. Donc, peu importe le nombre de vedettes rapides qu'on a réussi à détruire, il y en a eu, oui, mais on est très loin de leur capacité opérationnelle réelle. Leur potentiel reste quasiment intact. Et bien sûr, Gary vous montre là des images de leurs installations souterraines. On n'a pas besoin de vous expliquer comment vont leurs usines de missiles. On ne peut pas les détruire, donc ils les ont toujours. On n'a pas éliminé leur marine, on n'a pas détruit leurs missiles. Et bien sûr, il y a la question des groupes armés par procuration. Ils continuent de soutenir le Hezbollah au Liban et surtout les Houthis, là-bas au Yémen. Tout ça continue. En fait, et on va y venir dans un instant, les problèmes avec le Hezbollah au Liban sont un élément majeur pour mettre fin à cette guerre, ce qu'on ne peut pas non plus résoudre. Et puis il y a cette autre histoire. Vous savez, cette poussière nucléaire, ou peu importe comment Trump appelle ça, le matériau retraité, les 60%, les 20% et plusieurs autres catégories de choses. Et Red dit, non, ça on ne le fait pas. Et tu vas faire quoi, alors? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a déclenché cette guerre, mais on n'est pas capable de la finir. Et tout ça, ce sont les échecs des 40 premiers jours. Et pourquoi? Gary vient de te montrer une image, mais regarde celle-ci. Là, on voit que tout le côté ouest du pays est couvert de chaînes de montagnes.
C'est pratiquement imprenable pour une armée. Donc même si on en avait une, même si on avait 1 million et demi de soldats, ce qu'on n'a pas, même avec tous nos alliés, ce serait du pur suicide d'aller là-bas, d'essayer de traverser ces montagnes. Parce que tout, absolument tout, favorise la défense. Et bien sûr, ils le savent. Ils ont à peu près 1 million de militaires à différents niveaux dans leurs forces actives. Le Basij, l'armée régulière, les gardiens de la Révolution et certaines milices. Et maintenant qu'ils ont mobilisé, apparemment, des millions de personnes en plus. Et il n'est même pas nécessaire d'être un expert pour bien se défendre dans ce genre de région montagneuse quand son pays est envahi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Ça, c'est d'un côté. Ensuite, bien sûr, il y a ces usines souterraines de missiles dont on a parlé. Voici une image de l'une d'entre elles. Vous voyez, c'est précisément la forteresse de granit de Yazd que nous avons attaquée plusieurs fois, sans jamais réussir à terminer le travail. On n'a pas pu passer à cause de ces montagnes. On ne peut tout simplement pas aller aussi loin à l'intérieur. Donc là, on est, disons, à l'intérieur d'une de ces montagnes, et on ne peut pas y pénétrer davantage. C'est une montagne, tout simplement. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ici? Vous voyez, le corps des gardiens de la Révolution islamique, c'est aujourd'hui, a accès à 50 des 69 entrées de tunnels frappées par les États-Unis. Ils avaient, d'après ce qu'on sait, 33 de ces villes de missiles et différentes variantes le long de la côte. Il y en a encore plusieurs dizaines ailleurs dans le pays, et on ne sait probablement même pas où elles se trouvent toutes. Mais on sait quand même où se trouve un bon nombre d'entre elles. Et comme nous le savions déjà, grâce aux satellites et à d'autres moyens de renseignement, nous savions où se trouvaient les tunnels de sortie. Alors nous avons continué à les frapper. Mais voyez, à ce jour, sur 69 tunnels que nous avons visés, 50 sont de nouveau opérationnels. Et je parle seulement de ceux que nous connaissions et que nous avons frappés, pas de ceux dont nous ignorons l'existence. L'Iran a simplement repris l'accès en utilisant des bulldozers tout à fait ordinaires. Donc tout ce que vous faites avec ces armes ultra sophistiquées et ces missiles à plusieurs millions de dollars, eh bien ils arrivent avec un bulldozer, ils dégagent les débris et ils remettent tout ça en service. La menace que représentent les missiles iraniens est sous-estimée. Surtout quand on voit le petit nombre de missiles intercepteurs dont disposent les États-Unis. L'Iran possède encore environ 1000 missiles stockés dans des sites souterrains. Et d'après ce que m'ont dit certaines personnes qui ont accès à nos renseignements, ce chiffre est en réalité largement sous-estimé. La guerre a montré que les États-Unis sont incapables de détruire les capacités balistiques de l'Iran. Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et puis il y a un autre problème. On en a déjà parlé. Les États-Unis vont avoir besoin de plusieurs années pour reconstituer les stocks d'armes avancées qu'ils ont utilisés pendant les 40 premiers jours. Donc on se retrouve avec tous ces gens qui ont fait pression, qui ont littéralement supplié le président Trump d'entrer en guerre. Il les a écoutés. Oui, il l'a fait. On a tout donné. On a utilisé une énorme partie de nos missiles les plus importants, surtout les missiles de croisière JASSM à longue portée, les Tomahawk, les intercepteurs THAAD et les intercepteurs PAC-3. Ce sont nos 4 catégories les plus cruciales, à la fois pour l'offensif et le défensif. On en a consommé une proportion énorme pour rien. Et maintenant, ces mêmes personnes, Lindsey Graham, toutes ces organisations ici, Mike Pompeo, tous ces médias, continuent de dire « Retournez-y, terminez le travail, Monsieur le Président ». Et ce qu'ils nous doivent, et ce que j'exige, si vous voulez aller voir le FDD, l'AEI, ou surtout Mike Pompeo, qui a été très actif ces derniers temps, ou encore le général Keane, le général Kellogg. Chacun d'entre vous, oui.
Chacun d'entre vous doit cela au peuple américain. Dire quelque chose comme ceci. Je recommande que nous y retournions et que nous disions au président Trump de terminer le travail. Voici ce qui sera différent cette fois. Au lieu d'avoir seulement des JASSM, des Tomahawk et peut-être 2 ou 3 autres missiles à longue portée que nous possédons, nous aurons d'autres catégories. Nous en ferons voler certains parce que nous avons plusieurs types et plusieurs familles de missiles. Des missiles lancés depuis les airs et d'autres depuis le sol. Depuis le sol. On va y aller avec cela. Et ces missiles ont une capacité de X, Y et Z. Leur puissance de frappe, c'est ça. Leur pouvoir de pénétration, c'est autre chose. Et ce sera différent de la première salve. Donc, même si on retourne bombarder ces mêmes montagnes, on va le faire autrement cette fois. Et le résultat sera différent, parce que c'est là qu'ils doivent, disons, combler les blancs. Moi, je ne vais pas le faire, parce qu'il n'y a aucun fait pour le justifier. Mais c'est ce qu'ils nous doivent. Ils nous doivent de dire, d'accord, on va utiliser un autre type de munitions, et ça donnera un autre résultat. Et ces 33 bases, ces 33 villes de missiles seront détruites cette fois, alors qu'elles ne l'ont pas été la dernière fois. Et d'ailleurs, certaines de ces bases sont conçues pour résister à des armes nucléaires. Donc même s'il dit qu'on va passer de simples missiles de croisière conventionnels à des armes nucléaires, ça ne les détruira même pas. Il va falloir trouver quelque chose de plus efficace que ça. Et ensuite, il faudra expliquer pourquoi. D'accord. Même si la majeure partie de leur marine reste sous l'eau ou dans ces bunkers dont ils peuvent sortir quand ils veulent, parce qu'ils ont plein de points d'accès, et même si la dernière fois on a déjà épuisé une énorme partie de nos stocks nationaux, cette fois, on serait capable d'y arriver. Et alors? Comment allez-vous dire qu'on ne va pas encore épuiser davantage nos stocks? Parce qu'il faut pouvoir affirmer de façon crédible que pour que je revienne et pour que le président Trump revienne et fasse ce que je propose, ça va prendre environ ce pourcentage de ce qu'il nous reste. Et que cette fois, ça réussira là où les autres ont échoué. Au final, on détruira tous leurs missiles, on éliminera toute leur marine et on rendra leur gouvernement inopérant, de sorte qu'ils n'auront plus d'autre choix que de se rendre. Et ils ne pourront plus contrôler le détroit d'Ormuz, parce que nous... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller jusqu'au bout de tout ça. Et ce mensonge, et il n'y a pas de façon plus douce de le dire, c'est un mensonge catégorique quand ils affirment « Ah, vous savez quoi, on en a eu 70% la première fois, puis on s'est arrêté, et maintenant il suffit d'y retourner pour récupérer les 25 ou 30% restants. Tout ira bien. » C'est un mensonge catégorique. Militairement, je le sais avec certitude. Même sans l'avoir entendu directement, il suffit de faire une analyse normale. N'importe quelle personne rationnelle peut le faire. Mais je sais que nos plus hauts responsables ont dit à la Maison-Blanche « Ne relancez pas la guerre parce qu'il n'y a aucun objectif militaire atteignable. On n'aura pas de résultat différent dans les 40 prochains jours de ce qu'on a eu dans les 40 premiers, sauf qu'on aura consommé encore plus de ressources. » Et les Iraniens, eux, savent tout ça. Il y a une raison pour laquelle ils sont aussi arrogants ici. On va en parler dans l'émission de 11 heures, dans environ 40 minutes, avec Patrick Henning. On va discuter de ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils ont déclaré cette nuit et ce matin montre qu'ils savent, qu'ils sont capables de faire une analyse de base, de lire les gros titres, et qu'ils ont des renseignements pour comprendre tout ça. Moi, je ne fais que souligner leurs capacités ou leurs limites. Et ils voient bien que si on en revient là, ils disposent d'outils, d'armes et de cibles à frapper qu'ils n'ont pas encore utilisées et qui seraient catastrophiques pour notre pays. Et écoutez, toutes les guerres, au fond, tournent autour de votre capacité économique à les soutenir.
Et si nous ne lançons pas ici, l'Iran a la capacité, qu'il n'a pas encore utilisée, de provoquer une catastrophe, de creuser un gouffre et de saper les fondations mêmes de notre démocratie, de notre économie, c'est-à-dire l'accès à un pétrole brut, abondant et bon marché. Notre économie ne peut pas fonctionner. Nous ne pouvons pas créer de PIB sans disposer de suffisamment d'énergie à des prix abordables. Et il faut les deux, assez d'énergie et à un prix raisonnable. Si vous n'en avez pas assez, et si les prix sont trop élevés, alors vous détruisez la demande, comme on dit. Vous détruisez l'activité économique. C'est une corrélation directe. On ne peut pas produire du PIB sans pétrole bon marché, au bon niveau. Et si vous réduisez cette disponibilité de 10 ou 12%, vous réduisez votre production économique de 10 ou 12%. Et cela veut dire, dites-le avec moi, la dépression. Ils ont cet avantage sur nous et ils savent qu'ils ont la capacité de nous infliger ça. Donc ces gens-là, encore une fois, prenons Lindsey Graham, Jack Keane, l'AEI, le FDD, Yoav Gallant, le New York Times, Fox News, c'est Keith Kellogg, Mike Pompeo, Trump lui-même, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post, vous tous, et bien d'autres encore. Il y en a tout un tas que j'aurais pu ajouter à cette liste, qui sont sans cesse en colère. Chacun d'entre vous doit au peuple américain une explication. Dites comment, militairement, vous comptez gagner cette fois, alors que vous ne l'avez pas fait la première fois. Et dites aussi comment vous allez limiter les dégâts pour empêcher l'Iran de saper notre économie, ce qui nous ferait plonger et nous empêcherait même de continuer à nous défendre correctement, sans parler de gagner cette guerre. Et au fait, il y a cette situation qui couve entre l'Ukraine et la Russie et qui pourrait exploser à tout moment. Et puis, on a toujours des défis en Asie, en mer de Chine méridionale et dans d'autres zones où on dispose d'une grande puissance de combat, mais pas d'une grande puissance de missiles. Et c'est ça le point essentiel, la puissance de feu des missiles et celle des drones. Ce sont les deux éléments qui comptent vraiment dans toute guerre moderne. Et aujourd'hui, on est à un niveau critique sur ces deux plans. Et tout ça peut être compromis, parce que si on sabote notre économie, mes amis, on ne pourra pas reconstruire tout ça dans des délais raisonnables. Alors que de leur côté, tous nos principaux adversaires le peuvent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors à partir de maintenant, chaque fois que vous entendez l'un de ces types dire « finissons le travail » ou « retournons à la guerre », tendez l'oreille et dites « très bien, allez-y, expliquez-moi, Monsieur Pompeo, expliquez-moi, Sénateur Graham, Général Keane, Général Kellogg, comment ça va marcher? Comment allez-vous gérer la réaction des Iraniens? Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ces deux choses, et que malgré tout, vous plaidez pour repartir en guerre, encore une fois, alors qu'on a déjà un résultat concret qui a échoué, et toutes les raisons que je vous expose ici, pour lesquelles ça échouera encore, eh bien là, c'est tout simplement de la faute grave. Et c'est quelqu'un qui, par ses paroles, sabote notre pays. Qu'il le veuille ou non, c'est ce qui en résultera. Alors, méfiez-vous de ce genre de personnes. Ou peut-être, soyez en colère, comme moi ce matin. Merci beaucoup à tous. On se retrouve dans une trentaine de minutes avec Patrick Kennington à 11h. On parlera de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et vous verrez, même avant d'aborder le sujet, pourquoi ils sont un peu sûrs d'eux, voire carrément arrogants dans ce qu'ils disent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent le prouver. À tout à l'heure, dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. And send this to somebody you care about.